C'est véritablement une autre France qui naît au fil de ce 19e siècle. Cette révolution industrielle qui va faire de la France le pays qu'elle est aujourd'hui, le journaliste Mac Lesguy et l'historienne Marjolaine Boutet vont vous la faire vivre comme si vous y étiez. Quel confort! Attendez, je vais tester le luxe. Ah bah oui, allez-y. Ah. Grâce à eux et avec des historiens spécialistes de cette époque, vous allez découvrir l'incroyable aventure du chemin de fer. Des locomotives qui roulent à 20-25 km/h, c'est tout à fait révolutionnaire. À Paris, les royalistes reprennent le pouvoir. Il y a des frères de Louis XVI qui piaffent d'impatience et ils vont rétablir la monarchie. Le premier, Louis XVIII, règne 9 ans. À sa mort, c'est son frère, Charles X, qui arrive au pouvoir en 1824. Sous le règne de ces rois conservateurs, la France reste un pays rural. Les paysans représentent 80% de la population. Et le meilleur exemple de l'état archaïque de notre pays, ce sont les transports qui n'ont guère évolué depuis des siècles. On se déplace peu, on naît, on vit et on meurt généralement au même endroit. Mais quand on doit entreprendre un grand voyage, il faut traverser le pays par exemple, à ce moment-là, on prend la diligence. La diligence, c'est l'ancêtre de nos transports en commun. Mac Lesguy, qui a revêtu le costume d'un bourgeois dans sa demeure de Normandie, va l'expérimenter. Et c'est en voiture à cheval que l'historienne Marjolaine Boutet vient à sa rencontre. Marjolaine, il faut absolument qu'on aille à Paris. Écoutez, montez en voiture, on y sera dans 2 jours. Comment ça, de la Normandie jusqu'à Paris? 2 jours? Mais c'est très très long. Oui, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer très vite. Le 19e siècle est un siècle de transformation incroyable. C'est la naissance de la France moderne. Venez, je vous emmène. Au début du 19e siècle, la vitesse de ces transports à cheval ne dépasse pas les 15 km/h. Marjolaine, pourquoi est-ce qu'à l'époque, les voyages sont aussi lents? Eh bien, parce que vous le voyez, on est tracté par des chevaux qui se fatiguent vite. Il faut les changer environ tous les 15 à 20 km. Ça veut dire que tous les 15 à 20 km, il y a l'ancêtre des stations essence, des relais où on pose des chevaux, on en prend d'autres? Ça s'appelle des relais de poste, effectivement, et ça sillonne toutes les grandes routes de France. On n'a pas, comme aujourd'hui, des routes bitumées ou des routes pavées. On circule sur des routes qui sont la plupart du temps en terre battue. Ça veut dire que l'hiver, les routes sont détrempées, les roues s'embourbent, les chevaux ont du mal à avancer, et donc les trajets en sont d'autant plus ralentis. On est embourbés. Il va falloir descendre, messieurs et dames. Il y a beaucoup de poussière. On prévoit d'ailleurs des tenues de voyage particulières et notamment des cache-poussières qu'on met par-dessus ses vêtements parce qu'on sait que ça va être long et que quand on arrivera, on sera sale et fatigué. Ces transports en commun de l'époque ont beau être inconfortables et risqués, ils ne sont réservés qu'aux plus riches. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans mon modeste hôtel. Effectuer un Paris-Lyon coûte l'équivalent de 800 €, un prix inabordable pour la majorité des Français. J'imagine que les gens ne voyagent pas beaucoup. De ce point de vue-là, la France n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque de Louis XIV et même avant. La France reste un pays essentiellement agricole, enclavé, où les Français connaissent peu de choses en dehors de leur village et de ses environs. Et c'est ça qui va changer dans le courant du 19e siècle. Ça va être une vraie révolution. C'est sous son règne que s'amorce ce qu'on va appeler la révolution industrielle. À peine monté sur le trône, il donne l'impulsion pour que le pays s'équipe d'un moyen de transport totalement nouveau, le chemin de fer. Cette technologie importée d'Angleterre va bouleverser la vie de notre pays. La première ligne de voyageurs est mise en service le 24 août 1837 entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Elle ne fait que 20 km, mais tout le monde veut l'essayer. Elle rencontre un succès immédiat. C'est l'incarnation de la modernité, du progrès. 18 000 curieux empruntent la ligne le jour de son inauguration. Le succès est en marche. Car avec son tracé rectiligne, sa puissance mécanique et sa vitesse constante, le train s'impose immédiatement comme le moyen de transport de l'avenir. Et est-ce que la France va se couvrir rapidement le chemin de fer ou est-ce que c'est un processus qui est très lent? Ah non, c'est un processus extrêmement rapide. Les Français vont tomber amoureux du chemin de fer dès son lancement.
Et grâce à des initiatives privées, toutes les grandes villes, au milieu du 19e siècle, sont ralliées à Paris. En 30 ans, 17 000 km de voies ferrées sont construites. Un gigantesque maillage en étoile va relier toutes les sous-préfectures de province à la capitale. La France se couvre de ponts, de tunnels et de gares. C'est un chantier absolument colossal. On passe de paysages ruraux et agricoles à de nouveaux paysages industriels. En l'espace de 50 ans, le chemin de fer s'intègre au paysage à tel point qu'on a du mal à imaginer ensuite comment on faisait sans. À Saint-Valery, dans la baie de Somme, une ligne continue de fonctionner avec le matériel de l'époque. Sous la direction de Julien Rebillard, chef de train, Mac a endossé le bleu de travail des conducteurs de machines à vapeur. Il charge en charbon la chaudière de la locomotive. C'est ce métier qui est d'ailleurs à l'origine du mot chauffeur. Ah, Julien, c'est physique de conduire une locomotive. Entre l'eau qu'il faut alimenter et puis le charbon à mettre dans le foyer, c'est compliqué. C'est quoi le principe de cette machine? Le principe, c'est d'alimenter en eau et en charbon la chaudière. On fait chauffer tout ça. À combien de degrés? 1200 degrés à l'intérieur. 1200 degrés. Oui. C'est la pression qui va actionner les pistons et permettre à la machine d'avancer. Tout à fait. Quelle vitesse peut atteindre cette locomotive? Aujourd'hui, nous roulons aux alentours de 20-25 km/h. C'est une vitesse que ces locomotives utilisaient régulièrement, en fait. Ça va vite, entre guillemets. Alors, évidemment, pour nous qui sommes habitués au TGV, ça paraît dérisoire. Mais voilà, des locomotives qui roulent à 20-25 km/h, c'est tout à fait révolutionnaire. Les temps de voyage sont divisés par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5. Et ensuite, il ne faut plus que une dizaine d'heures pour relier Paris et Lyon, alors qu'il fallait quasiment 3 jours en diligence. Allez, en voiture! La construction du chemin de fer sur tout le territoire bouleverse la vie du pays et certaines conséquences sont pour le moins inattendues. Allez, messieurs, dames, en voiture, s'il vous plaît! En voiture! Mais dis donc, Marjolaine, l'heure, ça a l'air important. Hein. Ils sont à cheval sur les horaires. Hein. Ah mais absolument, c'est grâce au train qu'on va mettre toute la France à la même heure. La France, avant le développement ferroviaire, avait plusieurs heures, c'est-à-dire que l'heure était fixée sur le cadran solaire, hein, et donc il n'était pas à la même heure au même moment à Strasbourg et à Brest. Il y avait environ une demi-heure de décalage, et c'est la nécessité d'établir des grilles horaires pour les trains qui a conduit progressivement à un alignement des heures locales sur l'heure de Paris. Les Français se mettent à voyager. En 3e classe, on peut désormais effectuer un Paris-Lyon pour l'équivalent d'une 60aine d'euros d'aujourd'hui. Les bourgeois et les classes dirigeantes voyagent dans d'autres conditions. Un wagon privilégié est réservé aux passagers les plus fortunés qui se déplacent pour le plaisir ou pour affaires. Oh là là, mesdames, Marjolaine, mais quel luxe! De la moquette par terre, du cuir, Du velours. c'est un luxe incroyable. C'est donc la première. Exactement, c'est l'équivalent des premières classes dans les avions. Aujourd'hui, c'est vraiment les plus beaux matériaux. On est quasiment dans un petit salon roulant finalement. Ce wagon est semblable à celui qu'emprunte le roi Louis-Philippe, premier chef d'État de notre histoire, à monter dans un train. Mais pour s'offrir un tel luxe, il faut débourser jusqu'à 10 fois le prix de la 3e classe. Quel confort! Attendez, je vais tester le luxe. Ah bah oui, allez-y. Ah, même les fenêtres sont plus grandes. On a une vue magnifique sur la campagne. Les fenêtres sont plus grandes, vous voyez que le son est moins fort, on tangue moins parce que les suspensions sont meilleures. Vous voyagez dans des conditions royales. Royal. Le chemin de fer va changer non seulement le paysage, mais la façon de fonctionner de l'économie. La France, qui avait pris du retard, rejoint les grandes nations industrielles européennes, évidemment l'Angleterre, la Prusse, l'Europe du Nord. Car le chemin de fer a un impact direct sur l'activité industrielle. La mer et son littoral ont longtemps été des lieux où seuls les marins et les pêcheurs osaient s'aventurer.
La mer, au début du 19e siècle, c'est un lieu inquiétant, c'est un lieu malsain, c'est le lieu de la mort, des naufrages. Le littoral français au XIXe siècle, en dehors des grandes zones portuaires et des ports de pêche, est très largement désertique et d'une grande pauvreté. C'est le tourisme qui petit à petit va y amener de la richesse grâce au chemin de fer. Mise à la mode par les people de l'époque, Trouville et Deauville deviennent les premières stations balnéaires. Il existe des trains qui partent de la gare Saint-Lazare pour Deauville le samedi et qui reviennent le dimanche. On s'offre un week-end de loisirs au bain de mer. C'est la première fois dans l'histoire que l'idée de loisir apparaît véritablement. C'est Napoléon III lui-même qui contribue à lancer la mode. À Biarritz, un village de pêcheurs du Pays Basque, il fait bâtir un palais pour sa femme, l'impératrice Eugénie, nostalgique de son Espagne natale. Le couple en fait son lieu de villégiature favori, entraînant avec lui toute l'aristocratie européenne. Alors il y a Biarritz, bien sûr, parce que la famille impériale sous le Second Empire aura donné le ton, et un peu plus tard la Côte d'Azur. Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée, les côtes françaises se couvrent de stations balnéaires. Ce sont des endroits mondains où il est de bon ton d'aller se retrouver entre grands bourgeois et aristocrates pendant plusieurs semaines. Casinos, hôtels et restaurants fleurissent un peu partout sur le littoral. Cabourg, à seulement 150 km de Paris, est l'une des premières stations balnéaires de la côte normande, créée de toutes pièces à partir de 1850. Mais les premiers bains de mer n'ont pas grand-chose à voir avec ceux d'aujourd'hui. Bon, alors, vous ne savez pas nager? C'est Jean-Paul Henriet, l'ancien maire de la ville, qui joue le rôle du maître nageur. Je vous surveille, hein, mais n'allez pas très loin. Mac, en maillot du 19e siècle, est venu à sa rencontre. Jean-Paul, vous êtes le maître nageur? Le maître nageur, je suis le baigneur. Je peux prendre les gens dans mes bras et leur donner le bain, moyennant quelques finances. Attendez, me dites pas qu'à l'époque, on n'est pas assez grand pour se baigner tout seul. Il y a très peu de gens qui savent nager. On rêve d'aller dans l'eau, mais on a peur de l'eau. La mer est dangereuse. Cette bourgeoisie va s'essayer au bain de mer avec ces costumes qui nous font un peu sourire aujourd'hui, quand même très couvrants, surtout pour les dames. C'est toute une affaire ces bains de mer, parce qu'évidemment, pas envisageable de se mettre nu ou même des maillots de bain tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc en réalité, les femmes se baignent avec des robes de baignade. Allez-y, vous avancez. Les élégantes de l'époque portent donc des maillots de bain 6 pièces. Mais c'est quand même pas pratique pour bronzer. On a des marques de maillots épouvantables. Ah, mais on n'a pas du tout envie de bronzer. On porte des chapeaux, on a des ombrelles. Dès qu'on a fini de se baigner, on se rhabille parce qu'il faut garder vraiment le teint le plus pâle possible. C'est ça qui est chic. Et pourquoi y a-t-il, Jean-Paul, des personnes qui sont en tenue de ville sur la plage? C'est le spectacle. On vient de très très loin pour l'heure du bain. Parce qu'on veut voir celles et ceux qui sont les héros de l'époque. Ils vont rentrer dans la mer. Ils vont vaincre les éléments. Le bain, à l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui le saut LLC ou le saut en parachute. C'est réservé à une élite extrêmement courageuse qui ose aller dans les vagues. C'est tout à fait ça. C'est incroyable. Ah bah d'ailleurs, je vois qu'il y en a deux là qui brûlent d'aller dans l'eau. Je vais aller les rejoindre. Ah, je vais aller voir ça. Pour assurer la sécurité des intrépides qui se lancent à l'eau sans savoir nager, le maître nageur a installé des cordes solides. Moi, je vous surveille. Voilà. Très bien. Très bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Soyez bien prudents. C'est bien. Regardez, c'est incroyable de penser qu'il y a un siècle à peine, on avait à ce point peur de l'eau, peur de la mer. Ah, mais c'est vraiment le sport extrême de l'époque. On risque sa vie quand on entre dans l'océan sans savoir nager. Se baigner n'est pas encore une partie de plaisir. Et si les courageux affrontent les dangers des bains de mer, c'est aussi parce qu'à présent, les médecins les recommandent. Ce qu'on cherche, c'est d'abord la sensation de froid. C'est-à-dire qu'on va chercher à fouetter le corps avec l'eau froide, avec la vague, de manière à exciter les défenses naturelles du corps et à entretenir la santé de cette manière-là. Pour profiter des bienfaits de l'eau de mer, les dames se remettent au bras du baigneur pour un bain à la lame, où elles sont immergées dans les vagues en toute sécurité. Et pour se baigner à marée basse, on invente de curieuses cabines de bain mobiles.
Tirées par des chevaux depuis le haut de la plage, elles permettent aux dames de se changer en toute pudeur et de se faire déposer au plus près de l'eau. Ce goût pour la modernité et le raffinement ne se limite pas au bord de mer. On le retrouve au cœur même du pouvoir, à la cour impériale. Dans le sillage des privilégiés qui partent régulièrement au bord de la mer ou à la montagne, les citadins vont trouver aux abords des grandes villes le moyen de se payer un peu de bon temps. C'est un véritable art de vivre. À la fin du 19e siècle, il y a toute une partie de la population urbaine qui commence à disposer d'un peu de temps libre, un jour de congé, généralement le dimanche, et qui va rechercher à la périphérie des villes des lieux où aller passer ce temps libre. Grâce au chemin de fer ou au vélo, les habitants des villes se rendent de plus en plus nombreux au bord des rivières pour profiter de la nature. À Juvisy, à seulement 10 km de Paris, des passionnés de vieilles embarcations naviguent sur la Seine avec des canoës de 1880. C'est ici que Marjolaine a donné rendez-vous à Mac pour découvrir le sport en vogue à l'époque, l'aviron, qui nous vient comme toujours d'Angleterre. Figurez-vous, Mac, que le canot, c'est l'une des activités préférées des Français à la fin du 19e siècle. Ah ça, je vais bien essayer. Le canotage date de 1840. Des jeunes gens empruntent alors des embarcations à la marine pour se promener sur la Seine dans les environs de Paris. La pratique se développe et devient un divertissement populaire. Alors pour ramer, c'est relativement simple. Voilà. On revient vers l'avant, on met ses avirons dans l'eau, on pousse sur ses jambes, on emmène avec le dos et on arrache le bateau. Voilà. C'est dur. Et c'est parti. Comme ça. Et on accélère son mouvement, poussant sur ses jambes, en emmenant avec son dos. Voilà. Il faut tous les conseils de Lionel Prieur. Trouve l'équilibre et donne du muscle. Et le canotage du 19e, je pensais que c'était un truc, une promenade. Voilà. Non, non, non. Mais comment est-ce que tout d'un coup, on donne envie aux gens d'aller se distraire et même faire du sport en pleine nature? Au XVIIIe siècle, la campagne, c'est un lieu de travail pour les paysans et de chasse pour les aristocrates. À partir de la révolution industrielle, il faut fuir ces villes polluées, enfumées, et la campagne devient un endroit de loisirs et de détente. Donc en quelque sorte, ce sont les citadins qui inventent la campagne et les sports en plein air? Et voilà. Et où est-ce qu'on pratique ce canotage? Les cours d'eau sont aménagés pour le transport des marchandises, avec des eaux beaucoup plus calmes qui permettent le passage des péniches. Et donc ces cours d'eau calmes, très rapidement, permettent aussi à une pratique de loisirs comme le canotage de se développer autour des grandes villes comme Paris. Le canotage n'est pas qu'un sport. Les dimanches à la campagne sont aussi de véritables moments de liberté et les bords des rivières, des nouveaux lieux de rendez-vous galants. Pour se réconforter après leurs exploits nautiques, les jeunes citadins partagent d'autres plaisirs.